Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous nous entendez bien. On est ravis de passer cette prochaine heure avec vous. Pour me dire si d'un point de vue technique tout va bien, n'hésitez pas à le confirmer sur le chat. Comme ça, on saura que vous nous entendez. Ah, je vois que quelques personnes sont en train de taper, ça me rassure. En tout cas, on est super. On est ravis de vous accueillir donc pour ce webinaire sur le champagne depuis la Champagne. On va passer quelques minutes ensemble. Donc, ça va être l'occasion un petit peu d'avoir des petits tips sur choisir un champagne, notamment pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, et aussi de déguster ensemble la cuvée limitée. Peut-être que certains l'ont avec eux. La cuvée limitée, du coup, cuvée privée et champagne forgé chemin, qui a été réalisée pendant ces dernières semaines et que vous êtes peut-être procuré. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, vous pouvez aussi vous munir d'une autre bouteille de champagne. On sera ravis d'avoir vos retours sur celle-ci également, ou même de tout autre vin ou de rien du tout. Vous pouvez juste prendre des petites notes pour votre repas de Noël, c'est aussi très bien. La façon dont on va procéder, je vais vous partager des slides et puis après on va pouvoir commencer et à se présenter et à démarrer la présentation. Voilà, donc il est 19h02, je vais partager les slides. Hop. Voilà, les diapositives. On va commencer par, j'espère que vous me voyez, ça arrive, par se présenter. Je me lance d'abord. Donc, ravie, Marie Forger. Si certains ont déjà fait des webinaires QV privés, vous m'avez peut-être déjà entendu vous parler d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est un webinaire un petit peu particulier parce que je le présente avec mon père qui s'appelle Thierry et qui est vigneron en Champagne. La maison de Champagne s'appelle le domaine Forger Chemin. Bonjour à tous. Voilà, donc on a notre expert parmi nous qui pourra répondre à toutes vos questions et qui se fera aussi un plaisir un petit peu de compléter mes propos. Je ne suis que la présentatrice aujourd'hui, mais l'acteur principal est à côté de moi. Voilà. Alors, je vous avais préparé une petite question pour commencer, pour connaître un petit peu votre relation, vous, avec le champagne. Donc, je vais la publier dans sondage. Hop. Voilà, donc pour les personnes qui débutent avec Livestorm, vous avez un petit encart qui s'appelle sondage et qui va me permettre à moi de vous poser des questions. Donc, c'est vrai qu'on ne connaît pas votre relation au champagne. Nous, on en boit tous les jours, c'est peut-être un peu abusé, presque tous les jours, on va dire, en tout cas toutes les semaines, c'est sûr. On est à côté de la source, donc c'est pas trop compliqué. Mais est-ce que pour vous, c'est un produit du quotidien, un produit d'exception pour les fêtes, une fois par an juste à Noël? Voilà, dites-nous en plus. Je vois qu'on est assez répartis au niveau des pourcentages de réponses. N'hésitez pas aussi donc à communiquer dans le chat pour des questions techniques, des commentaires, etc. Et à poser des questions vraiment sur la présentation dans l'encart questions que vous allez trouver juste à côté du sondage. Donc, on a une répartition à part égale. Personne ne boit du champagne tous les jours. C'est plutôt rassurant à la limite pour votre santé. On a quand même des personnes qui en boivent toutes les semaines. Donc ça, c'est aussi rassurant pour le commerce champenois. Tous les mois et quand même aussi à de rares occasions dans l'année, un tiers des réponses à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Du coup, on voulait commencer cette présentation par vous donner peut-être quelques nouvelles de la Champagne. Presque chaque jour, me dit Diane. Ah, quand même. Ça, c'est une personne qui aime notre région. Vous donner des nouvelles de la Champagne. Peut-être que vous vous demandez un petit peu comment ça s'est passé de notre côté pour l'année 2020. Donc, déjà, une année, elle se définit par ses conditions climatiques pour la viticulture, pardon. Donc, on a eu un record de précocité
avec des vendanges qui ont commencé très tôt. Je ne sais pas si c'était le record, je pense, pour toi. Alors, le 17 août, comme c'est marqué sur le diaporama, c'est vraiment le début des vendanges. On a calculé que la date moyenne du début des vendanges pour toute la Champagne cette année était le 23 août. Et le 28 août, tous les viticulteurs étaient en vendange, ce qui est effectivement un record de précocité. Malgré un hiver qui a été très froid et humide, ensuite le printemps et l'été très chaud, avec des vendanges très très précoces. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va définir pour nous l'année 2020. Et il y a bien sûr un autre grand sujet en 2020, je pense qu'il vous a pas échappé. C'est le Covid qui a eu donc déjà une influence sur le commerce. Ça c'est une estimation du coup parce que l'année n'est pas finie, mais on estime moins 30% de volume vendu par rapport à 2019 pour l'ensemble de la région. Alors on estimait à moins 30%, mais finalement les ventes d'octobre-novembre sont plutôt bonnes. Et la baisse du volume sera plutôt autour de 25%, 20 à 25%, mais ça ne touche pas tous les vignerons de la même façon, ça dépend surtout des marchés avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc, par exemple, si on a l'habitude de travailler avec les cavistes, les restaurants, etc., c'est un petit peu plus compliqué, vous pouvez l'imaginer. Mais je vois qu'on est descendu de 30 à 25%, c'est peut-être grâce à Diane et Céline qui ont l'air d'être de grandes consommatrices de champagne. En fait, la crise du Covid et les vendanges, elles ont un lien. Outre la précocité qu'on a eue, on a eu aussi le droit de récolter moins de raisins que d'habitude. Donc, en fait, on a récolté 8000 kilos de raisins par hectare cette année en 2020, donc les vendanges qui ont lieu en août, contre 10 200 en 2019. En fait, le rendement autorisé par hectare en Champagne, il est défini, redéfini et recalculé chaque année et il dépend en partie des ventes de l'année précédente et des mois qui se sont écoulés juste avant. Donc voilà, en fait, grand conseil de la Champagne s'est réuni au printemps et pendant l'été pour dire que pour éviter la surproduction, on allait descendre à 8000 kilos le rendement autorisé. Donc ça aussi, ça a eu une incidence importante. Alors le rendement autorisé, on a hésité entre 7000 et 8000. 7000, c'était vraiment très très bas. Finalement, il sera de 8000. Et le rendement agronomique, c'est-à-dire la quantité de raisins que nous avions dans les vignes cette année en moyenne, était de 12 000. Donc en fait, sur 12 000 kilos de raisins que la nature nous a donnés, nous proposait, en fait, on en a retiré 8 000. Alors évidemment, on a trié, on a pris le meilleur, mais c'est toujours un crève-cœur de ne pas tirer profit de tout ce que la nature peut nous donner. Mais il fallait aussi prendre des décisions en rapport avec la crise économique qui pointait son nez. Bon, finalement, les résultats sont pas si mauvais que ça, mais on a pris des décisions et maintenant on peut plus revenir en arrière. Voilà, du coup, pour l'année 2020 en Champagne, je vous propose de clore ce sujet et de rentrer vraiment dans le vif de la présentation. En fait, on voulait commencer par vous dire qu'il n'y a pas un champagne, mais plusieurs champagnes. Et c'est tout l'objet de notre propos ce soir. Essayer de vous faire comprendre qu'il y a une grande diversité des champagnes, même si quand on est devant un rayon ou devant une page Internet, elle n'est pas forcément facile à comprendre. Pour comprendre cette diversité, deux grands éléments. Le premier, c'est comprendre le terroir champenois et comment il est composé. Donc, je vous propose de le découvrir. Le terroir champenois, on peut le définir par une unicité quand même, de climat, de sol, de relief. Le climat champenois, il a deux grandes influences. Une influence océanique, bien qu'on soit dans l'est de la France, qui apporte pas mal de pluie. Il y a une pluviométrie importante. Aujourd'hui encore, par exemple. Et une influence continentale, donc qui apporte plutôt le froid l'hiver et la forte chaleur l'été. Ici, les températures peuvent monter assez haut l'été et ça a donné d'ailleurs des vendanges très précoces cette année. Donc ça, c'est vraiment un climat qui est commun à toute la Champagne. Un sol aussi dominant qui est formé de craie avec une grande minéralité et qui a l'avantage de restituer l'eau lentement à la vigne pendant l'été, ce qui lui permet de bien tenir nos étés très chauds. Et un relief de coteaux. Ça a plus un avantage par rapport à l'influence océanique et la pluie qu'elle apporte, puisque ça permet de drainer le sol. Et ça aussi, ça permet d'avoir une exposition des vignes qui sont en pente
qui est plus intéressante que des vignes qui seraient sur une surface plane. Donc voilà, grande Alors, ligne du Clément et du Tiroir. alors ça, c'est les grandes dominances, mais comme il y a une grande diversité des champagnes, c'est effectivement parce qu'il y a des sous-régions qu'on verra après, mais qu'il y a des influences du vent et de la pluie qui sont différentes si on est exposé au nord comme la montagne de Reims ou à l'est dans la côte des Blancs ou dans la vallée de la Marne où on a la double exposition sud et nord. Et ensuite, pour le sol, on a un sol crayeux en Champagne, mais ça, c'est une généralité. En réalité, on a des sols plus ou moins crayeux, avec des dominantes parfois argile ou sable. Et puis sur la relief de coteaux, eh bien oui, on a des pentes, mais des pentes qui peuvent être plutôt raides ou plutôt non raides, avec des fins de coteaux. Donc de grandes idées sur la Champagne, et en fait, chaque terroir avec ses propres caractéristiques. Donc voilà, donc si on zoome un petit peu, c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que déjà la Champagne représente 4% du vignoble français. C'est une très grande AOC. Là sur la carte, vous avez le vignoble en couleur avec ses sous-régions. Et on peut, dans une même bouteille de champagne, qui est une seule AOC, retrouver des raisins de la montagne de Reims, de la Côte des Bars, de la vallée de la Marne, etc. C'est vraiment l'AOC qui couvre toute cette surface. Et c'est près de 35 000 hectares de vignes. Donc, vous vous rendez compte qu'effectivement, on peut essayer de tracer des grandes lignes, mais qu'il y a beaucoup de diversité là-dedans. Comme on disait, il y a même des identités différentes de chaque sous-région. Donc là, on vous a cité les 4 principales. On va commencer par la montagne de Reims parce qu'on est un peu chauvin et que c'est là où on se trouve en ce moment. Donc c'est une montagne façon de parler, hein, mais avec des coteaux qui sont autour de la ville de Reims et qui forment une sous-région. Une autre qu'on peut citer, si on doit en citer une autre, qui est la côte des Blancs, que peut-être vous connaissez, et qui a une spécialité, déjà un sol plutôt très crayeux, et plutôt l'élaboration du chardonnay. On y reviendra plus tard, les différents cépages champenois. Ce qu'on peut dire aussi sur la partie un petit peu géographique de la Champagne, c'est qu'il y a 320 communes qu'on appelle des crus qui sont concernées par l'AOC champenoise. Et dans ces 320 communes, il y a 17 grands crus et 44 premiers crus. Contrairement à ce que vous allez pouvoir retrouver, par exemple, en Bourgogne, etc., sur une seule commune, par exemple la commune où on se trouve, la commune du Champagne-Forges-Chemin, qui s'appelle Lude, il y a juste un nom de cru. Donc Lude est entièrement, tout son vignoble est premier cru. Alors que le village d'à côté va être entièrement grand cru. Voilà, donc c'est une petite particularité champenoise. On n'a pas fait de jaloux à l'intérieur d'un village. On a juste un seul type de cru pour une commune. Donc on commençait à parler des cépages, justement. 3 grands cépages principaux. Et ça va avoir une grande importance quand vous allez choisir vos bouteilles de champagne. Le chardonnay, planté à 30% sur la surface du vignoble, qui va apporter vraiment des arômes plutôt floraux à son côté minéral. Le pinot noir, donc comme vous pouvez le voir, majorité de la plantation, 38%, qui apporte beaucoup de corps, un peu plus de puissance. Le pinot meunier, qui est un cépage qu'on trouve pratiquement qu'en Champagne, on en trouve aussi un petit peu en Afrique du Sud, et qui apporte, lui, plutôt la rondeur au vin de Champagne. Alors, sur ces grandes thématiques de cépage, floral, corps et rondeur, ce sont des grandes aussi généralités parce que le chardonnay qui va être dans la côte des Blancs ou dans la montagne de Reims ou dans la côte des Bars va être très différent. C'est pareil pour le pinot noir et pareil pour le pinot meunier. Donc, en fait, à l'intérieur de chaque cépage, en fonction de ce qu'on a vu auparavant sur les terroirs, on va déjà là avoir une grande diversité. Voilà, il y a un petit, peut-être plus anecdotique. En fait, on n'a pas 3, mais 7 cépages autorisés en Champagne. On vous a cité les cépages un peu oubliés qu'on oublie tout le temps de dire. Donc, l'Arbanne, le Petit Meunier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris. Si vous voulez piéger des invités à votre dîner de Noël, n'hésitez pas. C'est à coup sûr quelque chose qu'ils ne sauront pas. Alors, sur les 4 cépages un petit peu oubliés, mais le pinot blanc est finalement quand même assez important en superficie. Et du coup, ça rentre un peu dans la diversité des différents champagnes, puisqu'on peut trouver sur certains domaines des champagnes avec un pourcentage de pinot blanc important, voire même exclusivement avec du pinot blanc. Donc là, on ouvre encore une autre porte
pour la diversité des champagnes si on a un champagne qui est produit avec beaucoup de pinot blanc, ce qui est assez rare quand même. Voilà, donc là, on rentre un petit peu dans l'assemblage des différents cépages à l'intérieur d'un champagne. Et il y a par exemple des types d'assemblage que vous connaissez certainement, en tout cas de nom. L'assemblage classique, finalement, il utilise les trois cépages principaux champenois, mais il y en a un qui est issu du chardonnay tout seul ou alors du chardonnay et des autres cépages blancs, donc qu'on appelle le blanc de blanc. Alors attention, blanc de blanc, ça s'écrit blanc sans S, de blanc avec S, puisque c'est un vin blanc de raisin blanc au pluriel. Et son pendant noir, c'est le blanc de noir. Le blanc de noir, ça peut être 100% pinot noir, 100% pinot meunier, ou un assemblage des deux, mais en tout cas, ce sont des raisins noirs champenois. Donc voilà, si jamais vous vous demandiez ce que c'était le blanc de blanc, par exemple, qui est souvent, en tout cas dans l'imaginaire, etc., un synonyme de qualité et qui est mis en avant par beaucoup de grandes marques, c'est tout simplement un champagne issu de chardonnay. Alors, je crois qu'on a une question. Est-ce que le blanc de blanc est meilleur? Ah, justement. Voilà. En fait, il n'y a pas de meilleur champagne, ni blanc de blanc, ni blanc de noir, ni montagne de Reims, ni etc. Chaque champagne est différent. Et par contre, un blanc de blanc peut être plus apprécié à un certain moment. On peut penser à un accord mévin particulier, mais aussi à un moment particulier. Il n'y a pas de règle de qualité par rapport au choix d'un cépage ou d'un autre. C'est intéressant de déguster des blancs de blanc et de le comparer avec un blanc de noir, ce qui vous permettra justement de faire la différence et de voir lequel vous préférez. Après, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, puisque blanc de blanc, les chardonnays peuvent venir de différentes régions de la Champagne et vont être très différents. Et puis, dans ce qu'on va voir après, il y a encore une grande diversité de différents champagnes, outre l'assemblage et outre l'encépagement. En fait, le blanc de blanc, il a aussi eu cette réputation de plus en plus favorable parce qu'il est très pratiqué dans la Côte des Blancs, qui est une sous-région de Champagne qui concentre beaucoup de grands crus et beaucoup de grandes maisons et de grandes marques. Donc du coup, ça plus ça plus ça, vous avez un peu un phénomène autour du blanc de blanc qui est apparu, que ce soit sur les publicités ou dans les grandes dégustations, etc. Mais c'est vraiment un style de champagne qu'on peut adorer. Certaines personnes vont un peu moins l'apprécier. C'est un style de champagne particulier, tout simplement. Si je reprends au niveau de la présentation, on a parlé du terroir, des différents types de raisins. On peut aussi parler des différents types de producteurs. Peut-être que c'est un élément que vous allez prendre en compte dans vos choix de champagne sur vos tables de fête. Donc en fait, il y a trois grands types de producteurs différents en Champagne. Le premier, ce sont les récoltants manipulants. C'est tout simplement le mot champenois pour vigneron indépendant, c'est-à-dire un vigneron qui fait son champagne de A à Z, qui élabore son champagne avec uniquement les raisins qu'il a exploités. Voilà, c'est la définition très courte de vigneron indépendant. Vous avez aussi les coopératives viticoles. Donc là, vous allez avoir plusieurs vignerons qui vont se rassembler autour d'une coopérative. Certaines coopératives ont des marques qui sont plutôt connues. Peut-être que vous connaissez Nicolas Feuillatte, qui est une marque de coopérative que vous retrouvez notamment dans les magasins, dans les grandes villes. Et vous avez ce qu'on connaît le plus, les grandes maisons négociantes. Donc là, on vous a mis Moët et Chandon, qui sont certainement toutes les marques que vous connaissez très bien pour les voir au quotidien. Donc, Moët et Chandon est évidemment la plus importante et de très loin. Moi, je préfère le mot élaborateur plutôt que producteur. Et en fait, récoltant manipulant, donc nous sommes récoltants manipulants. Il faut savoir aussi qu'il y a une quatrième famille, mais qui ne sont pas élaborateurs de champagne, qui sont les vignerons qui produisent du raisin, dans le but de vendre les raisins et non pas d'élaborer du champagne. Donc, principalement, ils vont vendre le raisin aux négociants. Et ils sont très nombreux, puisqu'ils sont plus de 12 000 sur 15 000 vignerons. Nous sommes finalement très peu à élaborer, à être récoltants manipulants en Champagne. Nous sommes 2000 environ. Voilà, parce il faut savoir que les grandes maisons négociantes vont produire environ 80% du champagne du marché,
alors qu'elles exploitent 20% des terres viticoles de l'AOC. Donc, il y a vraiment beaucoup de commerce de raisins et notamment de ces vignerons qui vont vendre leurs raisins aux négociants pour qu'ils puissent produire leur champagne. Donc, maintenant qu'on a vu le terroir, la géographie, les cépages champenois, il y a d'autres grandes différences qui vont être en fait des conséquences des choix d'élaboration du champagne. Donc, pour ça, il faut comprendre l'élaboration d'un champagne dans ses grandes lignes. Si on essaie de schématiser tout simplement, on part des vendanges. Ensuite, on va presser le raisin. Donc attention, on va faire des vins et des champagnes blancs avec des raisins noirs, donc un pressurage très délicat. Et là, on va avoir une première fermentation alcoolique qui va transformer le jus en vin blanc. Au départ, le champagne, c'est rien d'autre qu'un vin blanc tranquille, donc c'est-à-dire sans bulles. Et à ce moment-là, on peut déjà prendre des décisions qui vont avoir des effets gustatifs sur le champagne. Oui, sur les différents types de champagne, on pourrait même parler déjà de la vendange parce que on a un banc des vendanges, donc la date de vendange est encadrée, mais on peut faire le choix d'une vendange plutôt hâtive ou d'attendre encore plus de maturité, et ça peut avoir un impact quand même assez important sur le style des champagnes qu'on va élaborer. Sur le pressurage, tout est vraiment très très bien encadré. On a un peu moins de possibilités, bien qu'on peut fractionner les jus de différentes qualités et ensuite obtenir des champagnes différents. Donc, on a des jus qui vont couler au début, au milieu et à la fin du pressurage. Et ces trois qualités de jus sont quand même différentes. On peut faire des styles différents. Sur la fermentation alcoolique, qu'est-ce qui peut différencier? Principalement le contenant, c'est-à-dire si vous allez fermenter en cuve inox ou en bois, ça va être très important sur les vins ensuite. La régulation des températures, soit vous laissez la nature se faire, mais la fermentation peut parfois monter très haut en température et vous allez perdre des arômes, ou bien vous fermentez à basse température et vous gardez plus d'arômes dans les vins. Voilà les quelques différences. Et puis là, il manquerait, si on veut, un slide, puisqu'on passe, après la fermentation alcoolique, on passe aux assemblages. On pourrait rajouter la fermentation malolactique, qui est la transformation de l'acide malique en acide lactique. C'est un phénomène naturel, mais qu'on peut éviter, qu'on peut bloquer. Donc le choix de l'élaborateur est très important. Soit il la laisse se faire, soit il l'empêche. Et là, on a encore deux styles de vins différents. Donc déjà, là, on peut avoir déjà, avec tout ce qu'on a vu avant, les cépages, les crus, le style, déjà une grande variabilité des champagnes. Mais ensuite, on arrive à l'assemblage. Donc je laisse la parole à Marie. Donc là, en fait, c'est comme tout, hein, et comme j'imagine aussi vos métiers, une multitude de petits choix qui va faire un style en fait d'une maison et d'un élaborateur. Et un des choix très importants, une des étapes qui va avoir beaucoup d'influence, c'est l'assemblage. Parce qu'en fait, on a fait des vins blancs tranquilles, sans bulles, dans différentes cuves. Donc j'ai ma cuve par exemple de Chardonnay, du cru de Lude, ma cuve de Pinot Noir, etc. Et c'est seulement après toutes ces étapes de fermentation que je vais les déguster et procéder à mon assemblage. En effet, en Champagne, on va assembler les trois cépages, possiblement, les différents crus, je peux assembler les 320 villages ensemble si j'ai envie, les différentes couleurs, puisque pour faire du rosé, on va assembler du vin rouge et du vin blanc, mais aussi les différentes années. Ces vins blancs dont je vous parlais, je vais les garder d'une année sur l'autre et je vais les assembler pour faire mes cuvées. C'est ce que vous allez trouver sur les mentions millésimées ou non. Donc, un champagne millésimé, c'est tout simplement un champagne qui est issu d'une seule année de récolte. Voilà, une seule année millésimée avec, bien sûr, la mention de l'année sur l'étiquette. Alors qu'un assemblage qui est un champagne qui est un assemblage de plusieurs années, on le dit un peu dans les termes techniques, 100 années. Voilà, c'est des assemblages de plusieurs années. Et nous, par exemple, on a une cuvée au domaine qui va jusqu'à combien d'années d'assemblage? L'assemblage le plus complet avec le plus d'années, c'est un assemblage qui a 24 récoltes différentes, 24 années différentes. Mais bon, c'est plus pour s'amuser. En règle générale, sur nos champagnes, on assemble 7 années différentes. Mais bon, on fait parfois des assemblages avec une année, donc millésime, parfois 2, parfois 3 années, mais souvent 7.
Alors pourquoi 7? Il n'y a pas de règle, c'est comme ça s'est fait comme ça. On trouve qu'on arrive à lisser bien l'effet année en associant cette année. En fait, dans l'assemblage, si je prends l'exemple du domaine Forger Chemin, on a les 3 cépages champenois à part égale, on a 11 crus et on a en cuve les 25 dernières années. Donc, on peut faire énormément de choses, mais parfois, il faut savoir choisir. Donc, on tranche sur des choses. Plus vous avez de couleurs, plus vous pouvez faire de variations pour peindre. C'est pareil, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de vins différents au domaine, ce qui nous permet de faire pratiquement tout ce qui est possible de faire en Champagne. Des blancs de blanc, des blancs de noir, des monos meuniers, pinot noir, chardonnay. On peut tout faire. Voilà, tout est une question de choix et c'est vrai que c'est un moment, l'assemblage, où l'élaborateur, l'œnologue d'une maison a vraiment les cartes en main pour créer les cuvées et les styles de vin. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je sais que cette partie-là sur l'élaboration, elle peut être un petit peu technique. S'il y a par exemple des étapes que vous comprenez pas bien ou vous posez des questions même avant le webinar, ou si vous avez une marque de champagne préférée que vous voulez nous partager, etc. On est ouvert à toutes les questions. Ça fait combien de cuves? 25 années. Alors, ça fait beaucoup de cuves, effectivement. Et la difficulté, c'est pas tellement le nombre de cuves, c'est d'avoir des cuves dont le volume est adapté à chaque année que l'on garde. Et donc, souvent, malheureusement, parce qu'on aimerait bien faire des mono-années à chaque fois, on est obligé d'assembler dans certaines cuves plusieurs années. Mais si on a beaucoup de petits contenants, je pense au fût, par exemple, c'est beaucoup plus facile de stocker. Vous pouvez avoir, par exemple, 25 fûts, 25 années. Mais en règle générale, si on conserve les vins dans des cuves, on est presque obligé d'associer 3, 4 années ensemble. Mais c'est toujours un peu dommage de faire ça. C'est d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on parle de l'assemblage, on a parlé des cépages, des crus, etc. Et dans la vinification, le fait d'utiliser telle ou telle cuve, inox ou acier ou béton ou bois, aura aussi une influence sur le style du vin. Mais il y a aussi le fait de garder les vins dans des petites cuves en Champagne, c'est quelques hectolitres, c'est moins de 20, on va dire. Et puis, on peut avoir aussi des cuves très grandes, des cuves de 1000 hectos ou 1500 hectos. Eh bien, le vieillissement ne va pas se faire de la même façon. On peut même aller encore plus dans le détail, où une cuve cylindrique ou une cuve carrée ou une cuve haute ou pas va avoir aussi une influence sur le vieillissement des vins et la conservation. Voilà pour la partie avant champagne, avant assemblage et assemblage. Donc, si on continue nos étapes d'élaboration, une fois qu'on a créé nos assemblages, donc en fait créé les bases de nos cuvées, on va les mettre en bouteille et là va se passer la seconde fermentation qu'on appelle en Champagne la prise de mousse. C'est là que le gaz va se retrouver à l'intérieur de la bouteille, capturé, et que les bulles vont se créer. Tout ça, ça va se faire pendant la période d'élevage. Donc là, un peu comme les vins rouges ou les vins blancs tranquilles que vous avez certainement l'habitude de boire, la durée de l'élevage va avoir aussi une incidence assez importante sur le champagne, puisque c'est à ce moment-là que le champagne va acquérir tous ces arômes un petit peu pâtissiers, lactés, etc., qui peuvent être très importants dans un champagne si l'élevage est très long. Il faut savoir qu'il doit s'écouler au moins 15 mois entre le tirage et la vente, donc mise en bouteille et vente du champagne sur le marché. Donc de toute façon, tous les champagnes que vous allez trouver dans le commerce ont un élevage quand même assez poussé et assez long en cave. Je crois que nous avons une question dans l'onglet questions, donc on va y répondre. Par quel procédé, justement, on parlait de la prise de mousse, par quel procédé les bulles de champagne peuvent être plus ou moins fines? Bon, alors là, en fait, il n'y a pas de procédé qui permette d'avoir des bulles fines ou pas fines. C'est très complexe, les bulles du champagne. Et souvent, les facteurs qui vont avoir une importance sur les bulles ne viennent pas vraiment de l'élaboration, mais plus du service. Mais si on se concentre sur les facteurs liés à l'élaboration, pour avoir des bulles fines, il faut une fermentation à l'intérieur de la bouteille lente pour que le gaz qui soit produit par petites quantités, tranquillement, et ainsi permettre
à l'ouverture de la bouteille le gaz qui sort par des petites bulles. Donc, il faut une fermentation en fait, dans des conditions difficiles, pour que les levures ne travaillent que lentement. Quelles sont les conditions difficiles pour la fermentation, pour les levures? C'est la température. C'est pour ça que toutes les fermentations, c'est pour ça que nous avons des caves en Champagne, en fait. C'est pour que les fermentations se fassent au frais, aux alentours de 10 degrés. Et ainsi, artificiellement, on invite les levures à travailler doucement et à produire que la prise de mousse dure non pas 15 jours ou même 10 jours comme ça pourrait l'être à 20 degrés, mais que la fermentation dure environ 4 mois, voire plus. Et là, on a tout pour ensuite avoir des bulles fines. Mais encore une fois, tellement d'autres facteurs vont jouer, la température, le service, la conservation, la forme du verre, si le verre est propre, etc. On pourra en parler à la fin. C'est pas toujours un élément de différenciation du champagne, c'est plus un élément d'optimiser le service à la fin. Sur la diapo, on voit mise en bouteille, élevage, et là on a une très grande différenciation des champagnes parce qu'à la mise en bouteille, on a ce qu'on appelle le flaconnage. C'est-à-dire qu'une cuvée qui a été produite, elle peut être mise en bouteille, mais elle peut être mise en demi-bouteille, elle peut être mise en magnum ou en jéroboam. Et là, vous avez 4 champagnes différents. Un même vin de base mis en bouteille dans 4 flacons différents, vous avez à la fin 4 champagnes complètement différents. Donc, c'est un vrai élément de différenciation, le flaconnage. L'élevage, évidemment, 15 mois pour un brut sans année, c'est peu. C'est peu et beaucoup à la fois. C'est beaucoup pour une demi-bouteille. C'est trop peu pour un magnum, par exemple. Donc, on va souvent être au-delà de 24 mois. Et puis, pour les millésimés, le vieillissement, c'est minimum 36 mois et on va plutôt être sur des périodes de 5 à 6 ans. Voilà. Ensuite, dégorgement, dosage. Là, je laisse la parole à Marie, puisque c'est très important, le dosage. Je vais juste répondre à la question de Jérôme avant, donc qui nous demande pendant la période d'élevage combien de temps la bouteille peut être gardée. Alors, si on est dans des conditions optimum, comme on l'a dans nos caves en Champagne, c'est-à-dire dans le noir, couché, à l'abri des variations de température, avec une bonne capsule, hein, maintenant on a des capsules vraiment de très grande qualité, on peut conserver le champagne 30 ans, même plus, ça se conserve très très bien. Avant, il y a quelques années, on était un petit peu embêté par la qualité des capsules que l'on utilisait. On avait un petit peu peur au-delà de 10-15 ans, mais au final, on peut les conserver très longtemps. Après, quel est l'intérêt? Ça, on peut en discuter. Est-ce qu'il faut conserver les bouteilles en élevage avec la capsule et le dépôt, ou est-ce qu'il faut mieux les dégorger, les boucher et les conserver de cette façon? Il y a débat. Voilà, parce qu'il faut comprendre que pendant la période d'élevage, les bouteilles, elles sont pas bouchées avec le bouchon en liège que vous voyez quand elles arrivent chez vous. Elles sont avec des capsules qui peuvent ressembler un peu à des capsules de bière, mais améliorées, un petit peu plus techniques pour être vraiment bien hermétiques, ce qui permet au gaz d'être complètement prisonnier et au vieillissement de la bouteille d'être beaucoup plus lent que si on avait déjà bouché nos bouteilles avec le bouchon en liège. J'y viens justement à ce bouchon en liège. Donc, on va dégorger, enlever cette fameuse capsule et le dépôt de levure qui est emprisonné à l'intérieur de la bouteille. Et on va, avant de mettre le bouchon final, procéder au dosage, c'est-à-dire au rajout ou non d'une certaine quantité de sucre à l'intérieur de la bouteille. Et ça, c'est certainement pour vous un des grands moyens de différencier deux bouteilles de champagne, si ce sont des extras bruts, secs, demi-secs, doux, du moins au plus sucré. Donc, on vous a remis donc, les grammes de sucre par litre de champagne auquel cela correspond. Voilà, la grande majorité des champagnes que vous allez trouver sur le marché, ce sont des bruts. Ah, tu veux dire sur le dosage. Sur le dosage, on pourrait. Là, c'est les grandes lignes parce qu'en fait, on peut avoir du champagne nature non dosé du tout, c'est-à-dire on a juste les sucres restants de la fermentation prise de mousse. Généralement, c'est autour de 1 gramme. Hein. On n'aura jamais 0 gramme de sucre dans du champagne parce que les levures, on laisse toujours un petit peu malgré la fermentation en bouteille. Mais vous pouvez avoir des champagnes sans dosage, sans sucre rajouté.
Et dans les bruts, on va de 6 à 12. Et en fait, c'est un peu l'équilibre. Donc, un champagne à 6 et un champagne à 12 sera vraiment très différent. Et vous imaginez qu'un champagne à 8 va être encore très différent. Donc, dans les bruts, on pourrait faire plein de sous-groupes. Donc, on va dire qu'un brut à 6 grammes est un champagne brut peu dosé et qu'un champagne brut à 12 grammes est un brut dosé dans notre jargon professionnel. De même, avant, on dégustait beaucoup de champagne sec entre 12 et 33, mais en réalité, la plupart des champagnes secs que l'on trouvait dans le commerce et qui reviennent en force, ce sont les champagnes secs à 20 grammes. On en parlera après dans le choix des champagnes pour Noël, mais on a des demandes, nous, élaborateurs, de plus en plus importantes, surtout à l'export, de champagne à 20 grammes par litre de sucre. Il faudra après se poser la question pourquoi, étudier le comportement des consommateurs, mais on a vraiment un retour au champagne légèrement sucré, mais pas sucré comme le demi-sec, où là on est vraiment très sucré. Voilà. Avec aussi un retour du doux. On avait perdu l'idée d'élaborer des champagnes doux, mais on a des demandes régulières maintenant. Voilà, donc en fait, ça, c'est toutes les différentes possibilités, mais on a une très, très grande majorité des champagnes qui sont ce qu'on appelle dans le jargon champenois des BSA, c'est-à-dire des bruts, donc entre 6 et 12 grammes de sucre, sans année, donc non millésimés. Et le BSA, c'est la grande majorité des champagnes, et le BSA de chaque maison est un peu sa carte d'identité, son produit phare, le plus vendu et le plus produit. Je vous ai mis 4 BSA assez réputés. Donc, vous avez le Brut Impérial, qui est le BSA de Mouette, dont vous connaissez certainement la bouteille. Vous avez bien sûr le Cordon Rouge de Moum, très, très connu, que vous trouvez dans plein de films. La carte jaune de Veuve Clicquot. Et je vous ai mis aussi la carte blanche du Champagne Forger Chemin, qui est notre BSA à nous. Donc, en fait, c'est vraiment les bouteilles emblématiques des marques dont vous reconnaissez certainement les étiquettes. Mais si on revient à la consommation des champagnes, un BSA, ce qu'on recherche, ça va être le style de la maison, mais aussi une polyvalence. Les champagnes où on ne va pas trop se poser de questions, on a envie de boire du champagne, de partager un moment avec du champagne. Et en prenant le BSA, on est sûr de répondre au bon moment, au bon accord. Donc, c'est le champagne un peu polyvalent. Alors, quand c'est trop polyvalent, ça manque de précision. Et c'est pour ça qu'il existe une gamme de champagnes et qu'il faut aller chercher, au-delà des BSA, des champagnes un petit peu avec une plus grande différenciation. Alors justement, Alors, ce qu'on vous a proposé, ce n'est pas notre BSA, c'est une cuvée très spéciale qui a été élaborée en petite quantité. alors finalement, c'est pas le BSA, mais c'est un BSA dans le sens où c'est un brut sans année. Donc, c'est un assemblage, mais c'est pas le BSA classique. C'est une variable, un essai, on essaye de faire des différentes choses. Et un assemblage avec 50% de chardonnay, 25% de pinot noir et 25% de pinot meunier, c'est très intéressant. C'est un assemblage qui revient de temps en temps au domaine. C'est pas le plus important, mais c'est souvent une très grande réussite. Avec là, pour le coup, trois crus. Hein, chaque cépage vient d'un cru différent et trois crus assez proches, les trois crus de la montagne de Reims. Donc c'est voilà un exemple. Ensuite, en dosage, un brut à 8 grammes. Donc je ne peux pas dire qu'il est peu dosé ou fort dosé. 8 grammes, c'est vraiment l'équilibre. C'est plutôt moins quand même que la majorité des bruts que l'on va trouver dans le commerce, où souvent on est plutôt à 10, voire 11. D'ailleurs, notre brut sans année classique de la maison, le carte blanche, est dosé à 11 grammes parce qu'on recherche vraiment la polyvalence. Là, pas du tout. On va rechercher pour des moments comme les fêtes, un champagne d'apéritif ou d'entrée de repas. Et c'est dans cette direction qu'on s'est lancé. Je pense que c'est pas mal réussi. Mais Alors, l'élaborateur est toujours chaud. Hein. alors je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être vous pouvez nous le dire sur le chat, si certains se sont équipés de leur bouteille. Nous, on va la déguster avec vous pour pouvoir la commenter. Donc, n'hésitez pas à faire sauter les bouchons. J'espère que vous en avez acheté plusieurs et que vous pourrez la reprendre à Noël. Hop.
passer au soin. Donc, on vous avait mis une petite fiche de dégustation ici sur la slide. Sur la photo, et je ne sais pas si vous pouvez voir parce qu'on est tout petit là sur l'écran, on utilise de plus en plus au domaine, et je pense dans les familles, chez vous aussi, non pas des flûtes, non pas des coupes, mais plutôt des verres à vin. On va plutôt vers l'universalité, c'est-à-dire un verre qui va servir pour tous les vins et qui permet vraiment d'optimiser la dégustation. Après, j'attire pas une très grande importance au verre, je préfère que vous dégustiez du champagne, peu importe le verre. Mais en tout cas, ces verres-là, ces styles de verre, sont vraiment très très adaptés à la dégustation et au plaisir que l'on peut prendre ensemble. D'ailleurs, sur la photo à côté de la bouteille, c'est pas tout à fait le même verre, mais c'est le même style de verre qui est très très adapté à la dégustation. Donc là, moi, ceux que nous avons entre les mains, ce sont des Sidonios. Je vous laisse regarder sur Internet, c'est Sydonios. C'est des flûtes très très agréables. SY. Donios. Voilà. Voilà. Un petit conseil verrerie. Alors, faut pas être stressé, c'est du cristal, c'est soufflé bouche, donc ça a une certaine valeur, mais il faut boire naturellement, sinon on ne prend pas le plaisir. On fait comme si de rien. Vous avez quelques informations sur la robe, le nez, notes d'agrumes et de fleurs blanches, donc c'est effectivement tout ce qu'on retrouve là à la dégustation. Après, il faut faire attention, vous dégustez librement et ne pas toujours tenir compte de ce qui est noté dans les fiches techniques. Vous avez votre propre ressenti et qui peut être très différent de ce qui est marqué là, et c'est pas du tout un problème. Si on reprend un petit peu la grille de lecture qu'on s'était donnée au début de la présentation et qu'on essaye de la dérouler pour cet exemple concret de champagne. Donc, on vous a parlé de son assemblage. C'est une majorité de chardonnay à 50%. Et c'est ce qui va donner les notes d'agrumes et les notes florales. Comme on se le disait au départ, c'est vraiment les typicités qu'apporte le chardonnay. Là, on l'a associé avec les deux autres cépages, les pinots champenois, pour avoir aussi le corps et la structure de ces deux cépages. Mais donc voilà, les notes aromatiques au nez et en bouche, elles sont très imprégnées du chardonnay. Et on retrouve un petit peu, par exemple, on parlait de blanc tout à l'heure, on retrouve un petit peu ces grandes caractéristiques très chardonnay. Alors, je ne sais pas si ça peut se voir à l'écran, mais ce qui est assez particulier aussi, c'est dans la robe, quand on arrive à un pourcentage de chardonnay assez important, il faut dépasser les 50% quand même, généralement, on a quelques reflets verts, et sur un blanc de blanc, c'est vraiment net, on a des couleurs jaune paille et avec des reflets verts, c'est assez amusant de voir. Donc là, moi, je le vois, mais avec l'ordinateur et la caméra, entre guillemets, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est assez amusant pour moi, élaborateur, parce que c'est un style de champagne que normalement je n'élabore pas. On a très très rarement au domaine des champagnes avec des notes d'agrumes et de fleurs blanches. Souvent, nous, on est plutôt sur la pêche, la poire, etc. Et ensuite, même au niveau de la couleur, c'est très rare qu'on élabore des champagnes qui aient ces reflets. Mais c'est amusant et c'est bien de le faire, et je pense qu'on le refera, puisque finalement, on est très content du résultat. Au domaine, on fait plutôt des champagnes faciles, ce que les Anglais appellent easy champagne, des champagnes à déguster, mais aussi à boire. Là, on est plus sur un champagne à déguster tranquillement et à analyser. C'est intéressant aussi. Si on devait parler d'accord, du coup, c'est un champagne donc, assez peu dosé pour un brut, vous l'aurez compris, 8 grammes, et avec une majorité de chardonnay qui est un cépage qui apporte beaucoup de vivacité. Donc, on vous a mis plutôt en apéritif ou si c'était pour une entrée sur des huîtres, des fruits de mer, etc. Pour vos fêtes. Donc, voilà, plutôt cette catégorie-là. Si on poursuit un petit peu sur les accords mets-vins, on vous a préparé en fonction des grandes possibilités de plats à Noël, des petites suggestions pour vos choix. Hop, donc comment choisir son champagne? Donc, pour l'apéritif, ce qui est conseillé, là encore, ce sont des grandes lignes, vous avez vos propres goûts, n'hésitez pas à remettre ces grands messages en question.
Mais vous pouvez commencer avec un brut, donc brut sans année, les cuvées classiques, voire même un extra brut. En fait, on reste vraiment en début de repas sur la fraîcheur. En tout cas, on évite de mettre dès le départ des choses trop sucrées ou qui ont déjà un vieillissement très important. On reste sur la fraîcheur du début de repas. Alors si, là, sur le diapo, c'est marqué brut sans année ou extra brut. On étudie beaucoup la consommation du champagne. On s'interroge sur la façon dont vous allez déguster et quel champagne vous allez choisir. On fait des études très poussées pour suivre un petit peu le marketing du champagne. Et on se rend compte aussi que si on déguste deux champagnes à l'apéritif, si on déguste plutôt, si on ouvre deux bouteilles, avant vous auriez ouvert deux bouteilles identiques, maintenant vous êtes plutôt sur le côté pédagogique, découverte, et vous allez ouvrir deux bouteilles de champagne qui vont être différentes. Et je trouve d'ailleurs ça plutôt sympathique. Dans ce cas-là, l'extra brut sera le premier des deux, donc ça sera plutôt le pré-apéritif. Donc, et qui sera, lui, les amuse-gueules ne seront pas encore arrivés. Et là, vous allez vraiment apprécier le champagne seul. Ensuite, va vraiment démarrer l'apéritif. Et là, effectivement, on peut abandonner l'extra brut ou on prendre un autre et arriver sur un brut sans année, mais plutôt encore sur des dosages en sucre assez faibles tant qu'on est avant le repas. Donc voilà pour ce début de repas. Après, si on entame les entrées, bon, il y a plein de types d'entrées possibles, mais quand même des grands classiques. Donc sur le foie gras, qui est dans l'imaginaire commun un mets que l'on boit avec des vins sucrés, par exemple les sauternes, etc. Pour le champagne, on peut aussi avoir des accords en choisissant des champagnes un peu plus ronds et un peu plus sucrés que ceux de l'apéritif. Donc voilà, un brut bien dosé, voire même un champagne sec, ça sera très bien. Saumon et fruits de mer, j'y reviens pas, vous l'aurez compris. Un extra brut, voire brut nature, ou un blanc de blanc, voilà. En tout cas, un champagne très vif sera vraiment intéressant sur les fruits de mer. Là, on est sur des accords mets vins, on dit ton sur ton. C'est-à-dire qu'on va rechercher sur des mets un peu gras ou un petit peu sucrés, d'associer un vin qui soit sur la même thématique. On peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire des accords mets vins de contraste, où on va choisir l'opposé du mets. Les deux sont intéressants. Ce qui ne marche souvent pas, c'est quand on est entre les deux. Sinon, ça se neutralise et puis ça fonctionne mal. Donc, on peut aussi faire l'inverse de ce qui est noté. C'est amusant. Après, là, c'est quand même les grandes lignes. On préfère souvent les accords ton sur ton que les accords de contraste, mais il faut essayer. Et là, on voit sur la diapo un brut bien dosé ou un champagne sec. C'est là où effectivement, sur des accords avec du foie gras, les champagnes secs sont en très grande progression alors qu'ils avaient pratiquement disparu. Voilà, donc si on passe maintenant au plat de résistance, les volailles, par exemple les volailles à la crème qu'on peut trouver, on les associera plutôt avec un champagne brut de l'assemblage classique champenois, voilà, pour que tous les cépages amènent leur point positif, avec un peu de structure, un peu de corps aussi amené par les pinots. Et peut-être sur des plats un petit peu plus robustes comme un chapon avec sa farce, là on privilégierait un champagne millésimé, donc d'une seule année, qui a commencé son vieillissement. Généralement, les millésimés, on les fait vieillir un petit peu plus en cave. Et c'est vrai que c'est aussi très intéressant de les garder quelques années chez vous pour avoir ce vieillissement, ces notes d'évolution qui commencent à apparaître. Si on continue sur les fromages, alors je ne sais pas si c'est un accord que vous avez déjà tenté, champagne et fromage, mais c'est assez intéressant. Pour des fromages quand même assez puissants et assez gras, le camembert, le brie par exemple, il va falloir un champagne bien structuré et qui répond aussi par sa puissance. Donc là, on a mis un blanc de noir qu'on privilégie. Pour rappel, blanc de noir, c'est un champagne, contrairement au blanc de blanc, élaboré avec que des raisins noirs de champagne. Donc pinot noir, pinot meunier majoritairement. Pour un comté, à nouveau, on se tournerait vers un champagne plutôt évolué, donc un peu plus vieux, avec un côté un peu oxydatif, donc les notes d'évolution qui viendront sublimer le comté, qu'on vous conseille aussi très vieux, ça se marierait encore mieux.
Et pour plutôt des fromages de chèvre, frais, etc., là, on rebascule pour être ton sur un champagne, plutôt sur la fraîcheur, un blanc de blanc, en finesse et en vivacité. Ah, Souvent, on dit qu'on évite les pâtes persillées aussi, mm. hein, donc ce qui vont pas forcément vraiment se marier avec les champagnes. Voilà, je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir un beau plateau de fromage pour les fêtes de fin d'année. Enfin, et c'est peut-être le plus délicat, l'association avec les desserts. C'est assez difficile pour les mets très sucrés et les mets chocolatés d'associer correctement les champagnes et que le tout se tire vers le haut. On a quand même l'association assez classique et qui marche très bien d'un dessert aux fruits rouges, par exemple une bûche aux fruits rouges, avec les champagnes rosés. Alors c'est pas que par la couleur, c'est aussi la rondeur du rosé et sa structure et souvent aussi le fait qu'on les fait un petit peu plus sucrés que les autres champagnes qui vont faire que ça va tout à fait se marier avec vos desserts fruités. Là, on a un problème avec les desserts, c'est pas tellement que le champagne n'aime pas le sucré ou le chocolat, c'est le côté saturation un petit peu des papilles gustatives et que le dessert, par définition, il arrive après le repas. Je pense qu'on aurait une autre notion des accords mets-vins, et notamment avec le champagne, si le dessert était l'entrée. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en fait, c'est important. Et si entre le dernier plat et le dessert, il y a un verre d'eau gazeuse, s'il y a un petit temps de discussion, on peut retrouver des accords très intéressants avec le champagne et les desserts. Et là, on retrouve aussi la problématique du ton sur ton ou du contraste. Si vous avez des fraises, les champagnes vont très très bien avec les fruits rouges. Ou si vous dégustez des agrumes, comme on a beaucoup de mandarines ou de clémentines en ce moment, il y a des champagnes qui vont très très bien avec les fruits. Donc, le problème, c'est plus un problème de saturation qu'un problème d'accord. Alors, le chocolat pose problème à cause de la mer et du sucré, mais vous avez des champagnes qui vont très, très, très bien, des vieux champagnes très évolués, euh, qui sont très, très, très bons. Il faut tester, il y a des très bonnes choses à faire. Après, on n'a pas parlé, on parle beaucoup du dosage. C'est un problème parce que il y a plein d'autres choses que l'équilibre en sucre. Il y a les cépages, il y a le terroir, il y a la façon dont le vignoble a été produit, les raisins. Le fait de faire la malo ou pas donne des styles de vin avec des choses tellement différentes que ça peut aussi faire des accords très intéressants. Du coup, on a Céline qui nous parle de son expérience personnelle d'association du chocolat noir et d'extra brut. Oui, j'ai eu aussi aujourd'hui ou hier un témoignage d'un tiramisu au biscuit rose avec un champagne extra brut. Et le résultat, c'était le commentaire, c'était une tuerie. J'ai traduit ça par une réussite. Voilà, donc je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas conseillé, et finalement, c'était très bien. Donc laissez-vous aller, tout est possible. Voilà, vous pouvez faire vos propres accords. Bon, vous aurez compris en tout cas que en faisant des pauses entre les différents plats, on peut mettre du champagne partout. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, hein. Le champagne va à tous les plats. Au moins, ça c'est un bon conseil. Oui, j'avais reconnu que c'était Céline le tiramisu. Mais comme elle avait parlé de chocolat, j'avais pas osé croire que dans le même repas, elle avait fait dessert champagne chocolat et tiramisu champagne. Gourmande. Mais déjà qu'elle nous dit qu'elle boit beaucoup de champagne, c'est bien avec tous les desserts du coup. On a aussi Florian qui nous parle d'un champagne demi-sec pour cuire le risotto. Ah, ça a Oui, apporté des saveurs aussi. alors on privilégie pas nous le champagne pour faire des plats cuisinés, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Les fonds de bouteille. Je pense que c'était notre dernier slide, parce que c'était le dessert, hein, forcément. Je ne sais pas si vous avez des plats déjà en tête pour vos fêtes, des questions un petit peu sur ces accords, ou même des questions sur le début de la présentation, la partie un petit peu plus technique, sur l'élaboration du champagne, sur la maison, sur la cuvée limitée
que vous avez peut-être chez vous ou pas encore. N'hésitez pas. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais c'est la température. Là aussi, il y a des contrastes intéressants entre un plat chaud et un champagne frais, ou un plat froid et du champagne froid. Et puis aussi la perception, la dégustation. Les arômes ne vont pas être les mêmes à 8 degrés et à 12. Et la sensation en bouche, la fraîcheur en bouche, va aussi avoir une grosse importance sur les saveurs que vous allez en retirer. Moi, j'ai pas de règle. Il faut simplement avoir à l'esprit que si un champagne est trop frais, il va se réchauffer, alors qu'un champagne qui est trop chaud, c'est perdu. Donc, quand on a des difficultés pour choisir la bonne température, il faut mieux démarrer un peu plus frais, 7-8 degrés, même si la bonne température est souvent autour de 10. Voilà, donc on serre les verres et on ne les prend en main que quelques secondes après. Je vois qu'on a des personnes qui sont encore en train de taper des questions, donc on va attendre de les lire avec grand plaisir. En tout cas, c'était pour les webinaires QV privé, le dernier de cette année 2020, qui a vu la création de ces webinaires à l'occasion des différents confinements. Et on les continuera avec plaisir en 2021. Et voilà, c'était l'occasion aussi pour nous de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, qu'on espère bien arrosées et entourées des personnes les plus importantes. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, les voici. Donc, on avait Hervé qui nous demandait également, est-ce que vous faites quelque chose des 4 tonnes? Ah, question crève-cœur. Des 4 tonnes de raisins par hectare que vous ne pouvez pas utiliser pour le champagne, ça reste dans la parcelle. Non, non, non. Alors en fait, la règle, c'est que toutes les vignes doivent être cueillies. Après, on peut choisir dans chaque parcelle une partie des raisins, les meilleurs évidemment, et en laisser. Après, chaque vigneron peut, dans ce cas-là, avoir une politique différente. Au domaine, on cueille tout. Et ensuite, malheureusement, les vins partent à la distillation. On peut aussi mettre les raisins au sol. Ça peut être une bonne idée aussi parce que ça ramène des éléments fertilisants en fait naturels au sol. Mais on est obligé de les cueillir. De toute façon, on n'a pas le droit de laisser les raisins sur la parcelle. Voilà. C'est toujours triste, mais il faut mieux en avoir de trop et sélectionner que en manquer. Voilà, donc c'est aussi le choix de cueillir un peu plus que prévu. En fait, ce n'est pas du tout au moment des vendanges que la réglementation du nombre de kilos de raisins par hectare va être vérifiée et appliquée. C'est plutôt après, quand on va venir voir les quantités d'hectolitres de vin qui sont en cave des uns et des autres. Ce qui permet d'avoir tous les vins en cave et à la dégustation de ces vins avant assemblage, de pouvoir décider de les garder ou de s'en débarrasser. Alors, on peut compléter ça en disant que quand on commence une saison, quand on taille la vigne, etc., on a une idée d'un rendement idéal pour avoir une qualité parfaite des raisins. Avec les nouvelles techniques, les nouveaux itinéraires culturaux, avec des rendements beaucoup plus faibles, puisqu'on désherbe plus, on fait le travail du sol, on est en viticulture raisonnée, voire en bio. Les rendements, de toute façon, sont plus bas qu'ils étaient il y a quelques années. Et à part cette année où 8000, c'est vraiment faible, souvent le rendement d'appellation est assez proche du rendement agronomique que la nature nous donne. Là, cette année, c'est assez particulier parce que la crainte de la crise économique, les grandes maisons n'ont pas voulu stocker trop de vin de peur que les ventes de champagne soient basses. On verra s'ils ont eu raison. On compte sur vous pour leur donner tort, en tout cas. C'est déjà ça. Est-ce qu'on peut commander la cuvée limitée? Oui, alors je vois que Morgane a répondu à Diane, tout à fait. Il en reste quelques bouteilles. Donc, il y a 300 bouteilles qui ont été produites. Donc, voilà, il en reste encore quelques-unes. N'hésitez pas. On vous livrera avec plaisir et ça sera sur vos tables pour les fêtes. On fera en sorte d'être rapide. Pas de souci, Diane. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser profiter de votre soirée, peut-être de la bouteille que vous avez ouverte devant vous, et vous souhaiter de très bonnes fêtes.
et peut-être à 2021 pour un nouveau webinar. Voilà, très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.